Aujourd'hui des soumissions, démissions et des silences, soumissions et démissions des intellectuels mauritaniens. Et je parlerai à partir de la position qui est la mienne, c'est-à-dire quelqu'un qui, pendant ces quelques années, a travaillé sur quelques aspects de la violation des droits de l'homme en Mauritanie, sur les violences politiques, sur les violences technopolitiques, et sur la renaissance ou la résurgence de la cause haratine. Renaissance ou résurgence sous une forme beaucoup plus radicale de la cause haratine. Mais aussi quelqu'un qui a travaillé sur la manière dont une grande partie des intellectuels mauritaniens, et je tiens à ce terme, on va en discuter peut-être, intellectuels mauritaniens, je sais que ça suscite beaucoup de débats, mais une grande partie des intellectuels mauritaniens, et je ne dis pas la totalité, parce que bien sûr certains ont fait un travail extraordinaire, la grande partie des intellectuels mauritaniens a pris position dans le débat public, une grande partie des intellectuels a pris position dans le débat public, a parlé ou n'a pas parlé par rapport au mode de gouvernance, à la manière dont l'élite politico-militaro-commerçante dirige, organise nos vies, domestique nos esprits et nos corps, comment est-ce que ces affaires-là sont prises en charge par les intellectuels, ces grandes parties d'intellectuels mauritaniens de 1989 à 2012 en gros. Donc, en partant de 2012, et en remontant les années jusqu'à 1989, je vais essayer de m'intéresser à la parole. On va attendre un peu. Donc en partant de 2012 et en remontant les années jusqu'à 1989, je vais essayer de m'intéresser au silence, aux soumissions et aux démissions des intellectuels mauritaniens. Ce sont trois formes de comportement, trois attitudes qui sont autant de manières de parler. Le silence, je ne vous l'apprends pas, le fait de ne pas parler est aussi une manière de parler. C'est un langage. Il est aussi, sinon plus expressif que la parole elle-même. Donc, ces silences-là sont importants à analyser aussi. Et c'est quelque chose que moi j'ai analysé en tout cas dans le cadre de mes recherches parce que ça m'intéressait de voir pourquoi est-ce que des individus à qui l'on attribue le statut d'intellectuel, à qui l'on reconnaissait des compétences, ne disaient rien. Ou, lorsqu'ils disaient des choses, ne les disaient pas clairement en tout cas, ou adopter des stratégies d'évitement, comme on doit dire clair. Alors, et donc, c'est un perturbateur. Je vais donc essayer de montrer comment est-ce qu'on peut facilement parler de pensée tiède en fait, hein, de pensée tiède, de pensée, de crépuscule de la pensée en Mauritanie, de défaite de la pensée en Mauritanie concrètement. Il faut parler d'une défaite de la pensée en Mauritanie parce qu'il n'y a pas de pensée. Si on doit parler de pensée, il n'y a pas de pensée en Mauritanie. Et même dans la diaspora, les intellectuels de la diaspora mauritanienne en France en tout cas, pour la plupart, on peut parler de désert intellectuel. On peut parler de désert intellectuel comme ça. Alors, tout le monde se souvient ici de l'acte de Biram, Hanoun en a parlé. Tout le monde se souvient de l'autodafé des livres du rite malikite dans lesquels étaient consignés les rites et les pratiques du rite malikite, un courant auquel les Mauritaniens se réfèrent dans leurs pratiques religieuses. Tout le monde se souvient de l'arrestation, les détentions, les longues périodes de détention, mais aussi la campagne de dénigrement et de désinformation auxquelles certains groupes se sont livrés en France. Et c'est intéressant. Et moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il convient ici de dire que l'acte de Biram, et je vais poser clairement le décor, l'acte de Biram, de mon point de vue, et ça j'ai eu l'occasion de le dire, c'est d'abord un acte politique. C'est d'abord et c'est essentiellement un acte politique. Lorsqu'on lit l'acte de Biram du point de vue de la religion, c'est qu'on n'a absolument rien compris à ce que ce bonhomme était en train de faire. C'est un acte politique avant d'être quoi que ce soit. Et dire de Biram ou Abeid, par exemple, et les militants d'Irak qui sont des hérétiques ou qui ne croient pas à la religion, c'est complètement se tromper de combat, parce que c'est effectivement un acte politique. Et j'ai été surpris de constater que la majorité des autorités intellectuelles à qui on a donné la parole, ou qui ont pris la parole pour s'exprimer sur ce cas, sur le cas de l'autodafé des livres du rite malikite, ont quasiment, unanimement condamné l'acte de Biram et des militants d'Irak. C'était extraordinaire. Ils ont condamné l'acte de Biram. Et pour ceux qui n'ont pas condamné, excusez-moi du peu, ils ont juste dit, ceux qui n'ont pas pris de condamnation nette et ferme, ils nous ont dit que l'IRA aurait dû s'en prendre à des représentations
à des incarnations, à des symboles autres que la religion. Par exemple, brûler un drapeau ou taguer les murs du ministère. Il aurait dû s'en prendre à d'autres symboles de l'État mauritanien. Ils nous ont dit, ça aurait pu être une façon d'agir. Donc, au lieu d'un soutien franc et net pour un individu et ses amis arbitrairement arrêtés, détenus et maltraités, on a eu droit à un soutien mou, à un soutien partiel, à une forme de soutien malade, je dis, à un homme et à des individus qui ont été arbitrairement arrêtés, détenus et maltraités. Et donc, pendant quelques semaines, on a eu droit à une espèce de consensus, un consensus inexplicable, en tout cas de mon point de vue, un consensus inexplicable autour du caractère immoral, blasphématoire de l'autodafé des livres du Wet Malekith. Consensus d'individus, je le dis encore une fois, qui sont considérés par la communauté, à qui on reconnaît la compétence, à qui on reconnaît des compétences. Et moi, l'intellectuel ici, il faut que ce soit clair pour tout le monde. L'intellectuel, dans mon esprit, c'est un groupe d'individus, en fait une minorité, à qui finalement des individus, à qui la communauté reconnaît des compétences et qui est investi d'une autorité morale et intellectuelle pour parler au nom de cette communauté-là. Quand on dit communauté intellectuelle Halpularen, intellectuelle Haratin, intellectuelle, c'est parce qu'on leur reconnaît des compétences, même si ces compétences ne sont pas valides ou valables. Ce sont quand même des compétences qu'on leur reconnaît. Donc pour ma part, je considère que ce consensus-là, le consensus des hommes de lettres, le consensus des hommes de science, finalement, en Mauritanie et dans la diaspora mauritanienne, est la traduction parfaite et l'expression normalisée, d'une forme de défaite de la pensée en Mauritanie, du crépuscule de la pensée en Mauritanie, d'une pensée inexistante en Mauritanie, ça je l'ai dit. Et je ne parle pas ici de l'intellectuel de parti, parce que vous connaissez, il y a des intellectuels de parti que Antonio Gramsci a appelé des intellectuels organiques. Ce sont des intellectuels de parti qui disent la vérité du pouvoir. Je ne parle pas de ces intellectuels de parti. Je parle des intellectuels, l'intellectuel libre et engagé, l'intellectuel dont l'engagement préexiste à la situation contre laquelle il s'engage. C'est-à-dire que c'est un intellectuel qui, en tout moment, est engagé face à l'injustice, qui n'attend pas que les situations éclatent pour s'engager. Je parle ici de l'intellectuel libre qui disent et qui pensent avant même que la situation contre laquelle ils s'engagent n'advienne. Et je cite ici souvent un intellectuel, quelqu'un de très, un brillant esprit en fait de notre monde qui est décédé il y a quelques années, qui est palestinien, qui était professeur aux États-Unis, Edouard Saïd, qui est quelqu'un d'extraordinaire. En tout cas, je conseille à ceux qui veulent le découvrir d'aller voir en fait Edouard Saïd, quelqu'un d'extraordinaire, qui a révolutionné la pensée, en tout cas la pensée de comment est-ce que finalement les Occidentaux regardaient l'Orient et regardaient les petits finalement. Edouard Saïd nous dit que le rôle de l'intellectuel, je vous donne la référence, c'est intellectuel et pouvoir, pour ceux qui veulent lire intellectuel et pouvoir, il dit que le rôle de l'intellectuel, ce n'est pas, c'est de dire la vérité au pouvoir. Et dire la vérité au pouvoir, c'est dire la vérité lorsque lorsque le pouvoir viole les droits de l'homme, viole les droits humains, foule aux pieds les droits de l'homme. Il ne s'agit pas de dire la vérité du pouvoir, parce que si vous dites la vérité du pouvoir, vous vous compromettez, vous êtes dans la complicité, passive ou active, dans la duplicité, dans les connivences, mais bien de dire la vérité au pouvoir, un acte par lequel finalement vous sacrifiez aux exigences de l'engagement moral face à l'injustice. Parce que finalement, lorsque vous dites la vérité au pouvoir, lorsqu'il y a un problème, lorsque l'injustice, il y a une violation des droits de l'homme, il est bien du rôle des intellectuels de dire ce qui ne va pas. De dire que là, effectivement, il y a un problème. Alors, ça, je l'ai dit, mais certains m'ont dit, alors, si tu commences maintenant à dire que, à dénoncer tout ce que le pouvoir fait contre les droits de l'homme, tu n'es pas dans ton rôle d'intellectuel. En tout cas, moi, je ne reconnais pas le titre d'intellectuel. À ceux qui, en tout cas, se sont opposés à cela. On leur dit, si vous dites cela, c'est que finalement, tu n'es pas un intellectuel et que tu n'as pas pris ta distance par rapport aux choses du monde, aux choses de la société. Un intellectuel ne doit pas être celui qui est comme le peuple, vulgairement en fait. On dit que le peuple c'est une catégorie vulgaire, c'est des gens qui pensent n'importe comment. Donc l'intellectuel, bon, vu qu'il connaît plein de choses, il doit se retenir, il doit être à distance, analyser tout ça froidement à distance. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Bon, je dis, d'accord, permettez-moi d'opter. Pourquoi? Parce que cela ne doit pas nous exclure, ne doit pas exclure l'engagement face à l'injustice.
Sinon, à quoi est-ce que ça sert d'investir dans l'acquisition d'un savoir et ne rien en faire socialement, politiquement? Je donne l'exemple ici des chantres de la négritude. Je vais donner peut-être l'exemple de Senghor, de Césaire, de Damas. Je donne enfin l'exemple, peut-être rapidement, il y a plein d'exemples, mais de Frantz Fanon. Il n'y a pas plus intellectuel que ceux-ci, et pourtant ils ont parlé. Il faut bien dire les choses. Bien sûr, leur parole a été radicale, mais ils ont dit les choses parce qu'il fallait les dire. Si ces gens n'avaient pas pris parole, comment est-ce que la cause, en tout cas, des populations noires aurait évolué? Comment est-ce que la condition des esclaves aurait changé? Ça n'aurait pas changé. Comment est-ce que la colonisation aurait été interprétée de nos jours? C'est bien parce qu'ils ont tenu leur rôle. Et Frantz Fanon le disait très bien, il disait que finalement, il appartient à chaque génération de prendre conscience de la mission qu'il a, de l'accomplir ou de la trahir. Il faut choisir de l'accomplir, parce que si on la trahit, finalement, on existe pour rien. On existe absolument, on est là, on existe pour rien. On est juste des quantités autonomes, on ne sert absolument rien. Il faut remplir la mission, il ne faut pas trahir la mission qu'on découvre finalement dans cette société. S'il y a une cause injuste, il faut se dresser contre cette cause injuste, se placer. C'est le sens en tout cas de leur propos. Donc Ira et Béla Mounabé, à défaut d'être entendus et d'être pris au sérieux, ont choisi de s'exprimer de manière beaucoup plus radicale, beaucoup plus dure. C'est une façon de revendiquer de manière beaucoup plus radicale ce qui n'a pu être obtenu de manière pacifique. Et c'est légitime. Dans un autre contexte, et plus loin encore, pas très loin, Frantz Fanon, dans les damnés de la Terre, nous disait que cette façon de revendiquer de manière radicale, c'est ce que lui il appelle la praxis radicale. La praxis radicale, c'est la pratique radicale, c'est une façon de revendiquer de manière radicale, si nécessaire par les armes, ce que l'on n'a pas pu obtenir de manière pacifique. Et ça, c'est légitime. La praxis radicale, et je dois dire que, honnêtement, de mon point de vue, l'acte de Biram et de Ira n'est pas radical, n'est pas suffisamment radical, de mon point de vue. Franchement. Je pense que c'est encore très light, très soft, très doux. Ce n'est pas une manière radicale, suffisamment radicale, parce qu'ils ont brûlé, et ça a choqué les consciences en Mauritanie, parce qu'on a considéré que c'était un blasphème, voilà. On a considéré que c'était un attentat, certains ont dit que c'était un attentat contre l'islam et contre les musulmans. Bon, je veux bien, mais en quoi est-ce qu'on attend ici, en quoi est-ce qu'on attend ici à la dignité du musulman? Si cette doctrine, si cette conscience repose en partie sur un mensonge. Donc, l'acte de Biram, je vais parler ici de Biram, mais je reviendrai un peu aux événements de 89, comment est-ce qu'aussi en 1989 on retrouve ces comportements. L'acte de Biram, concrètement, peut être analysé, en tout cas de mon point de vue, comme je l'analyse, c'est l'acte de deux militants qui ont décidé de dénoncer, ils font en sorte que ceux qui étaient à genoux, tout simplement, des individus qui sont à genoux, se mettent debout, revendiquent leur dignité et marchent. Ça, normalement, il s'agit finalement de revendiquer une dignité. Ceux qui sont à genoux doivent se relever et marcher, tout simplement. Il s'agit de revendiquer de manière radicale cette dignité-là, c'est une dignité d'existence, tout simplement. Si on n'est pas entendu par le pouvoir, il faut bien trouver d'autres moyens de s'exprimer. Donc s'il le faut, et c'est ce que les militants d'IRA font tous les jours sur le terrain en Mauritanie, il faut savoir revendiquer de manière radicale, mettre en jeu sa propre vie parce que finalement ce que les militants d'IRA font, c'est quoi? Ils mettent en jeu leur propre vie. Béla Mouda, il n'y a pas très longtemps, il a des problèmes de santé, pourquoi? Parce qu'il s'est battu très longtemps, il a des problèmes de santé actuellement. Il faut savoir mettre en jeu sa propre vie pour arracher sa liberté. Une liberté arrachée au prix de la lutte, et c'est important. Arracher au prix de la lutte, et si vous ne mettez pas en jeu votre propre vie, finalement, arracher une liberté en mettant en jeu sa propre vie, certains ont dit un philosophe en particulier, Hegel, pas le Hegel que nous n'aimons pas le Hegel raciste qui a dit que le continent noir était un continent d'enfants et que c'était un continent qui n'avait pas su grandir, etc. Je parle du Hegel de la phénoménologie de l'esprit qui dit que ça, on appelle ça cette forme de revendication, c'est l'aberration par la mort. Il faut savoir mettre en jeu sa propre vie. Et que finalement, celui qui est libre et qui n'a pas mis en jeu sa propre vie ne peut pas prendre conscience de la valeur de sa liberté. C'est uniquement celui qui s'est battu pour sa liberté qui prend conscience de la valeur de sa liberté. Parce que nous sommes nés libres, nous n'avons pas ce problème-là. Ceux qui sont nés esclaves, ceux qui sont nés dominés, savent l'intérêt de se battre pour arracher la liberté de force.
Donc, je disais qu'au début de mon propos que le silence, les soumissions et les démissions des intellectuels mauritaniens, c'est un comportement qu'on ne voit pas, qui ne commence pas seulement avec l'affaire Bella Moulta. C'est aussi un comportement que l'on va constater de 1989, même bien avant 1989, mais moi ce qui m'intéresse c'est 89 et après. 1989, je ne vous rappelle pas, je ne vous fais pas je ne vous dis pas ce qui s'est passé en 1989, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et en 1989, ce qui est intéressant, c'est que au sein de l'université mauritanienne, mais aussi en dehors, on a des individus qui avaient des postes à la fois à l'intérieur de l'université mauritanienne, mais aussi qui étaient à l'extérieur, y compris les négro-africains, qui étaient complètement réticents, ne voulaient pas du tout entendre le fait finalement qu'il y ait, ne voulaient pas entendre de discrimination, de violation des droits de l'homme en Mauritanie. Ils ne voulaient pas entendre parler de malaise supposé. On a parlé de malaise supposé de la communauté noire négro-africaine en Mauritanie. Ils ne voulaient pas entendre parler de cela parce que finalement, il y avait soit un soutien partiel, soit un soutien bienveillant, ou un soutien complaisant réel ou bienveillant à l'égard du pouvoir en place. Mais je vais expliquer pourquoi ce soutien-là. Donc, pour la plupart de ces intellectuels, il ne s'agissait pas de dire qu'il n'y avait pas de problème du tout en Mauritanie, mais pour eux, il fallait relativiser finalement. Il fallait amortir, il fallait dire qu'il y a un problème, mais pas tel que vous en parlez, tel que vous le décrivez. Il y a un problème certes, mais pas tel que vous en parlez. C'est un problème certes, mais que les Mauritaniens peuvent facilement régler. En tout cas, c'était comme ça que l'on voyait, qu'on lisait l'événement. Et donc, à l'intérieur de la Mauritanie, la critique du régime étant impossible, vous savez qu'en 1989, seuls quelques journaux, Éveil Hebdo, Al Bayan, Mauritanie Demain, je pense que oui, ce sont ces quelques journaux qui disaient quand même des choses. Je pense ici spécialement à Abdel Mahfoud, que quelqu'un vous connaissez, oui, qui disait librement concrètement ce qu'il pensait. Et cela leur a valu quelques ennuis quand en 1993, le ministre de l'Intérieur, je crois que c'est Mohamed Lamine Ould-Dar, va être nommé, il va complètement saisir ces journaux-là, saisir en tout cas Mauritanie Demain. Ça va causer beaucoup de problèmes à ces journalistes mauritaniens. Donc la critique du régime était inexistante, était difficile à l'intérieur de la Mauritanie. Donc ce qui se passait, c'est qu'à l'extérieur de la Mauritanie, on a eu des médias qui se sont emparés de cette question. Et en parcourant un peu les archives, je me suis rendu compte que CFI, Canal France International, vous vous souvenez un peu de CFI, Canal France International, pour ceux qui ont en tout cas vécu en Mauritanie, qui était la première chaîne publique en tout cas que nous on recevait, c'était Libération, parce qu'on voyait ce qui se passait à l'extérieur. CFI invite quelques opposants qui disent en direct qu'il y a effectivement un problème racial, il y a un problème de violation des droits de l'homme en Mauritanie et qu'il y a un problème racial en Mauritanie. Alors, ceci étant dit, on a un intellectuel en particulier, moi je pense ici à peut-être que, un intellectuel en particulier qui était à la fois prof à l'université mais qui était aussi intellectuel public, Abdelkader Mohamed, peut-être que vous connaissez, Abdelkader Mohamed, qui a écrit Mauritanie, chronique d'un débat dépassé. C'est le livre qu'il écrit. Mauritanie, chronique d'un débat dépassé. Le débat dépassé ici étant la question nationale et tout ce qui se passe finalement en Mauritanie. La question nationale, de son point de vue, était une question qui était dépassée, qu'il ne fallait plus en parler, qu'il n'y avait pas de problème national. Bon, c'est ce qu'il nous dit. C'est intéressant, en tout cas, je vous invite à lire Abdelkader Mohamed, qui est préfacé d'ailleurs par un intellectuel, un professeur Al-Poularen, je signale. Son livre a été préfacé par un intellectuel, un professeur Al-Poularen, pour vous dire qu'il y a quand même, ce n'est pas juste les mots qui sont, voilà, c'est quand même un système qui est là, qui rétribue ces intellectuels, quoi, qui prennent position par rapport à ce type de questions. Donc, Abdelkader Mohamed, je vous cite, nous dit: le drame résulte de la vacuité d'un système d'information, s'adressant ici à CFI, d'un système d'information qui s'ingénie à falsifier les injustices à partir de témoignages farfelus. Et il conclut: CFI aurait pu se passer de 3 minutes de mensonges destinés à faire croire à l'opinion publique internationale à l'existence d'une ségrégation raciale en Mauritanie. C'est très clair. Il n'y a pas de ségrégation raciale en Mauritanie. Ce constat a le mérite d'être clair. Il dit les choses clairement, mais aussi il montre comment l'écart qu'il y a entre ceux qui pensent effectivement qu'il y a un problème en Mauritanie
Et ceux qui, pour des raisons X ou Y, pensent qu'il n'y a pas de problème en Mauritanie, nous disent qu'il n'y a pas de problème en Mauritanie. Ces intellectuels en particulier. Qui nous disent que finalement, il y a une manipulation, c'est une manipulation venue de l'extérieur ou venue de l'intérieur, et qu'il n'y a pas de problème national en Mauritanie, qu'il n'y a pas de problème de ségrégation raciale, ni de problème de violation des droits de l'homme en Mauritanie. Et Abdelkader Mohamed, je vous cite encore cela, mais c'est encore plus intéressant, il dit le conflit avec le Sénégal, parlons 89, le conflit avec le Sénégal, qu'on le veuille ou non, dépasse le cadre strict des responsabilités des deux États. Il fait partie d'une conspiration monstrueuse contre une unité nationale, établir une hiérarchie de responsabilité dans ce conflit conduit obligatoirement à mettre au premier plan les agissements irresponsables d'un groupe de racistes notoires qui a réussi à entretenir un large courant de passion contre les Moors. Le groupe raciste en question, c'est les flamistes. C'est le flamme qu'il vise ici. Quand il dit un groupe de racistes notoires, il vise ici les flammes, concrètement, parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont dit que les flammes avaient contribué à cela. Bon, chacun dit ce qu'il veut, mais de ce point de vue, Abdelkader Mohamed vise ici les flammes. Il ne le dit pas, mais il les vise. Et c'est intéressant de voir comment il développe, mais il faut vraiment lire Abdelkader pour voir comment il développe son argument, et c'est intéressant. Bon, outre le fait qu'il n'y a pas eu de vaste répression, de son point de vue, outre le fait qu'il n'y a pas eu de vaste répression contre la catégorie noire, population noire, et que la question nationale n'est pas une réalité, pour lui la question nationale n'existe pas, la responsabilité de 1989 doit être mise à l'actif de ces racistes notoires-là, entre guillemets, racistes notoires. De son point de vue, les principaux responsables de 89, c'est le flamme, de son point de vue. Et qu'il faut évidemment bannir, il faut se tourner évidemment vers ce groupe de racistes notoires pour savoir ce qui se passe. Que c'est pas du tout le fait de c'est pas du tout le fait des bassistes ou des nasseristes, et que c'est vraiment les flammes qui sont à critiquer, qui sont à indexer sur ce point, dans ce cas précis. Et donc, on va enregistrer, comme je disais, un soutien. Comme ça, on va enregistrer un soutien. Abdelkader Mohamed, je donne un exemple. Abdelkader Mohamed, mais il n'est pas le seul. On va enregistrer un soutien, réel ou complaisant, au chef d'État mauritanien et au gouvernement. Et de mon point de vue, je dis qu'il est très probable que les intellectuels mauritaniens aient gardé le silence, la plupart aient gardé le silence, pour des considérations carriéristes. Pour des considérations carriéristes. C'est uniquement pour faire carrière au sein de l'université ou ailleurs que ces gens-là, en tout cas pour la plupart, ont gardé le silence. Tout le monde savait ce qui se passait, mais pour les intellectuels noirs en particulier, ils ont gardé le silence pour faire carrière au sein de l'université, parce qu'on savait que, véritablement que se dresser contre le système, c'était prendre le risque d'être à la fois bloqué dans l'ascension professionnelle et socialement aussi, dans l'ascension sociale. Sans totalement exclure les effets de l'intimidation et de la répression policière. Je pense que le fait qu'il y a eu de l'intimidation policière, on sait que les policiers, les autorités militaires ont joué un rôle important ici. Il y a une intimidation, il y a une répression policière, il ne faut pas minimiser ce rôle-là, mais sans exclure ce fait, il faut dire que les considérations carriéristes, les considérations de carrière ont joué un rôle important dans ce silence-là que vont garder la majorité des intellectuels mauritaniens en Mauritanie à ce moment. Et donc, l'espoir de gratification symbolique ou matérielle ou politique, la gratification symbolique, c'est par exemple évoluer dans un poste, être nommé par exemple au sein de l'université. Gratification matérielle, c'est par exemple, on vous offre une voiture, on vous paye, etc. Gratification politique, c'est le fait par exemple d'être nommé ministre ou directeur de telle ou telle entreprise. L'espoir de ces gratifications symboliques, sociales et politiques joue en fait doit jouer dans la lecture finalement que ces intellectuels, en tout cas pour la plupart, ont gardé le silence qu'ils ont gardé au moment des événements de 89 et bien après. Et donc, c'est à la lumière de ces calculs-là, je pense que c'est à la lumière de ces calculs qu'il faut ici voir la trajectoire de Abdelkader Mohamed. Alors, je vous rappelle très vite sa trajectoire. Abdelkader Mohamed il fait des études de droit en France. Il fait des études de droit en France, et après ses études de droit, il est nommé conseiller juridique au port autonome de Nouakchott. Il est ensuite membre du bureau de la Ligue mauritanienne des droits de l'homme, puis il est nommé secrétaire national chargé des activités universitaires et scolaires au sein de la délégation nationale de la jeunesse
du PRDS. Bon, le PRDS, tout le monde sait ce que c'est. En juillet 2003, 2 ans avant la chute du président Ouattara, il devient vice-ministre des Affaires étrangères. En 2005, au moment de après Ouattara, donc, il est nommé secrétaire d'État chargé du Maghreb arabe. Donc, on a ici quelqu'un qui a une trajectoire remplie. Peut-être que certains me diront finalement que la trajectoire de ce monsieur et la juste rétribution et la juste récompense de ses brillantes qualités, de ses brillantes compétences, certains diront que c'est parce que finalement il a mené de brillantes études qu'il mérite ces postes-là, qu'il a été nommé à ces postes-là. Mais moi, j'aimerais juste en douter. Je dirais que, je me permets d'en douter parce que je dirais plutôt que c'est aussi, peut-être, c'est aussi une lecture que moi j'ai faite, hein, c'est aussi la juste rétribution de son engagement, de ses prises de position à l'égard du pouvoir, ses prises de position pour le pouvoir et contre les opposants. Il est plus vraisemblable, il me semble plus vraisemblable que cette deuxième lecture-là soit plus... plutôt, cette deuxième lecture me semble plus vraisemblable. Dire qu'il est rétribué parce qu'évidemment il a des compétences, il est brillant, c'est très bien, il a fait des études, etc. Mais il y a tellement de monde, il y a tellement d'individus qui ont fait des études à l'étranger et qui n'ont pas connu cette ascension fulgurante, fulgurante. Seulement ce type est nommé à différents postes successifs, et donc ça peut être en tout cas lu comme la juste rétribution de ses compétences, de son engagement à l'égard du pouvoir, pour le pouvoir, vis-à-vis du pouvoir, en tout cas à l'égard du pouvoir et contre les opposants. Et le Kalam, en ce sens, le fait que les intellectuels prennent position pour le pouvoir, va faire dire au Kalam, moi j'aime bien le Kalam, donc je vous dis, Al-Bayan de Habib Mahmoud qui est devenu ensuite le Kalam. Mais ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est quand même quelque chose. Il a mené un combat extraordinaire, ce monsieur. Il n'est pas là, il n'est plus là, mais en tout cas, il a mené un combat important. Dans le Kalam, on nous dit il est aberrant que des professeurs d'université, philosophes, littéraires, sociologues et autres scientifiques se rangent systématiquement du côté de l'exécutif pour cueillir le jour. Cueillir le jour, c'est ici bénéficier des gratifications symboliques, matérielles et politiques dont je parlais. Il s'agit finalement de prendre position pour le pouvoir, pour ne pas avoir à être exclu du système, ou en tout cas à ne pas être mis sur la touche, par des autorités compétentes ou des gens qui sont, ou des individus un peu plus placés, haut placés au sein de l'université. En fait, lorsqu'on regarde, et là je vais finir rapidement, lorsqu'on regarde le parcours finalement des intellectuels mauritaniens à cette époque-là, on voit la grande incapacité de ces intellectuels à se positionner par rapport à leurs propres convictions. Finalement, ils ont des convictions, mais ils ne se positionnent jamais par rapport à leurs propres convictions, c'est toujours par rapport aux attentes du pouvoir. Ici, ce sont donc des intellectuels de pouvoir, des intellectuels de parti qui parlent. Ce ne sont pas des intellectuels ici engagés, c'est plutôt des intellectuels organiques de parti qui parlent. Donc ces intellectuels-là vont renforcer la vérité du pouvoir, ils ne vont pas dire la vérité, mais plutôt renforcer la vérité du pouvoir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé ici des effets de l'intimidation et de la répression policière. C'est un facteur à tenir en compte, à prendre en compte. Mais il faut dire que aussi, il y a des, en tout cas, pas seulement au sein des intellectuels, lorsqu'on descend un peu plus bas, dans les populations même, on dit que la plupart ont été forcés, en tout cas, à ne pas parler, etc. Il faut dire aussi que certains ont consenti, ont adhéré de plein gré au système de domination à l'œuvre en Mauritanie. Mais ça, c'est une question dont on pourra parler une autre fois ou à un autre moment. Donc moi, pour conclure, en tout cas, pour être très rapide pour conclure, la proposition que moi j'ai à faire peut-être pour les intellectuels à la fois de la diaspora et en Mauritanie, c'est bien essayer de mutualiser finalement les efforts. Mutualiser les efforts et taire pour certains, en tout cas pour certaines questions, les différences, les dissidences, les querelles. Parce que taire ces différences, mutualiser les efforts et constituer peut-être, c'est une idée parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup, constituer un comité de veille par exemple. Un comité de veille qui systématiquement prendrait position par rapport aux violations des droits humains en Mauritanie, l'esclavage
la question nationale qui n'est pas encore résolue, constituer un comité de veille qui puisse en tout cas clairement, à chaque fois que cela est nécessaire, dire clairement, prendre position et dire ce qu'il en est. Parce que finalement, ce que l'on constate un peu partout, c'est que chacun tire de son côté, et du coup, on a du mal finalement à s'entendre, on ne sait pas qui dit quoi. Et on ne sait pas qui dit quoi. Et certains me diront, voilà, c'est la preuve qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas d'intellectuels en Mauritanie, qu'il n'y a pas de classe de chant intellectuel en Mauritanie. D'accord. Mais en France, en tout cas, ce qu'il faut faire, je pense en tout cas, pour ceux qui le peuvent, mutualiser les efforts et tenter, en tout cas, s'il est possible, à chaque fois que cela est possible, à chaque fois que cela qu'on le demande, que c'est nécessaire, de prendre position par rapport à la question de la violation des droits de l'homme en Mauritanie. Dernier exemple, la question de l'autodafé des livres du Richard Malekith a bien prouvé que finalement, on ne peut pas parler d'intellectuels, de pensée d'intellectuels en Mauritanie. Mais encore récemment, Biram Mouda continue son travail en Mauritanie. Mais bizarrement ou étrangement, on n'entend personne. On n'entend personne et ce sont uniquement les militants qui parlent. Évidemment, c'est les militants qui parlent. Mais quant à ceux qui sont lettrés, ceux qui sont investis dans le capital culturel conséquent, ne prennent pas position. Capital culturel et scolaire conséquent ne prennent pas position, en tout cas on ne les entend pas. Donc peut-être agir aussi selon la loi du tapage médiatique. Hein. C'est un tapage médiatique, faire du bruit dans les médias, c'est peut-être un des moyens, je ne dis pas que c'est le bon moyen, un des moyens en tout cas de dénoncer ce qui se passe en Mauritanie. Et c'est peut-être le rôle des intellectuels. Merci. Bon, merci ici encore une fois. On va juste reprendre donner la parole à monsieur. Après ça, des formes de questions-réponses, bien sûr, qui peuvent interpeller ici par rapport à ce qu'il vient de dire, et aussi bien Pico Hanou. Merci. Merci. Moi, la première question, c'est